Cette vidéo est la 5e de la série des vidéos consacrées aux bases de la stratégie en tournoi multitable en table pleine. Dans les premières vidéos, nous vous avons montré comment jouer les premières phases du tournoi, le début, le milieu, la bulle, puis les places payées. Dans cette dernière vidéo, nous allons traiter ensemble de la table finale. C'est une vidéo de niveau 3 pour joueurs experts. Quelles sont tout d'abord les spécificités d'une table finale ? Cette image d'un lobby, au début d'une table finale, illustre bien les spécificités de cette phase et ses caractéristiques générales. Tout d'abord, vous remarquez que les blindes sont hautes et qu'elles représentent une part très importante des tapis des joueurs. Ici, le tapis moyen est à 81 900 jetons, mais les blindes sont déjà à 3 000, 6 000. Les joueurs qui ont un tapis aux alentours du tapis moyen ont donc peu de profondeur, seulement 12 ou 13 big blinds, et auront donc moins de latitude dans leur manière de jouer les coups. La deuxième chose importante à noter est l'écart très important entre les tapis. Le dernier n'a que 19 163 jetons, alors que le premier a déjà 143 248. De plus, leur situation est très différente dans l'optique de gagner des places. Les deux derniers joueurs, par exemple, ont des petits tapis, mais le 10e, en doublant, resterait quand même 10e, alors que le 9e, en doublant, passerait à la 6e place. De la même manière, le 7e, en doublant, passerait seulement à la 6e place, alors que le 6e, en doublant, serait premier au classement. Or, gagner une place à ce moment du tournoi est très important. Regardez l'échelle des gains. Les paliers sont de plus en plus marqués au fur et à mesure que l'on monte dans le classement. Le 10e gagnera un peu plus de 3 buy-in et le 9e un peu plus de 4 buy-in. Il y a donc seulement un buy-in de gain d'écart entre la 10e et la 9e place. Mais en milieu de classement, les écarts sont beaucoup plus importants. 14 buy-in pour le 5e et presque 17 pour le 4e. Quant aux premières places, l'écart se creuse encore, 37 buy-in pour le 2e, mais 62 buy-in pour le premier, soit un écart très important de 25 buy-in. Ces différents paramètres, taille des tapis respectifs et paliers dans l'échelle des gains, vont vous obliger à prendre en compte l'aspect purement mathématique de cette phase du tournoi, connu sous le nom de calcul ICM. Voyons tout d'abord ensemble cet aspect mathématique et les calculs auxquels vous allez devoir vous livrer. Nous allons aborder un concept clé en fin de tournoi qui est l'espérance de gain réelle que l'on notera EV$ et du modèle de calcul sous-jacent qui s'appelle l'Independent Chip Model ou ICM, dont vous entendez beaucoup parler en ce qui concerne la stratégie de tournoi multitable ou en SNG. Alors voici typiquement une situation dans laquelle l'ICM va pouvoir être mise en œuvre. Mais de quoi s'agit-il ? Vous êtes en table finale, il ne reste que quelques joueurs à la table et un deal de fin de tournoi vous est proposé. Question : comment calculer au mieux la part des gains qui vous revient en fonction du niveau de votre tapis ? Voilà pourquoi le modèle ICM a été développé. Mais on va voir qu'il peut permettre de faire d'autres calculs extrêmement importants en fin de tournoi multitable et notamment donc en table finale. Le modèle ICM applique le concept d'équité à notre problème. L'idée fondamentale est que notre part des gains ou notre probabilité de gagner dépend directement du nombre de nos jetons par rapport à celui de nos adversaires à l'instant T où l'on effectue le calcul. Pour cela, il va falloir calculer la probabilité ou l'équité que représentent nos jetons pour la première place, mais aussi aux autres places du tournoi en fonction du nombre de joueurs que l'on a à la table au moment où l'on effectue le calcul. Donc ça va donner par exemple pour 3 joueurs la probabilité de finir premier, puis la probabilité de finir second, puis la probabilité de finir troisième, etc. Et puis, une fois que nous aurons effectué ce calcul, on va rapporter à chacune des places en fonction du payout, c'est-à-dire de la répartition des gains, en multipliant la probabilité par le gain potentiel à cette place, qui va nous donner en fait notre équité en argent réel au moment où l'on effectue le calcul. La première utilisation de l'ICM, c'est de calculer la répartition des gains au moment d'un deal. Mais ce modèle, qui d'ailleurs n'est pas parfait, rappelons que c'est une approximation, permet aussi d'évaluer notre équité, non pas en jetons, dans un coup, ce qui est le calcul classique de l'espérance de gain, mais notre EV$, c'est-à-dire notre espérance de gain en argent réel pour un coup donné. Alors voyons d'abord comment s'effectue ce calcul d'équité, et puis ensuite on l'appliquera à une situation précise. On va prendre un exemple de situation à 3 joueurs, que l'on nommera joueurs A, B et C. Pour calculer l'équité du tapis du joueur A, on va tout simplement diviser le montant de son tapis par la somme de tous les tapis en présence, c'est-à-dire le sien, celui du joueur B et celui du joueur C. Le calcul sera le même pour les 2 autres joueurs. Pour calculer la probabilité à la seconde place, on effectue le calcul de la façon suivante.
La probabilité de finir second du joueur A sera la somme de la probabilité des deux autres situations, c'est-à-dire la probabilité de finir premier du joueur B, que multiplie l'équité du stack du joueur A plus celui du joueur C. Donc, stack du joueur A divisé par la somme du stack du joueur A plus le stack du joueur C, et on va additionner ce résultat à la probabilité de finir premier du joueur C que multiplie de nouveau le stack du joueur A, cette fois-ci additionné au joueur B puisque c'est le complément de la première probabilité. La somme des deux nous donne la probabilité de finir second du joueur A. Puis au troisième niveau, c'est-à-dire le calcul de la probabilité de finir troisième de chaque joueur, on va l'obtenir en multipliant en fait les probabilités complémentaires aux différentes positions. Donc, probabilité de finir troisième du joueur A égale à la probabilité de finir premier du joueur B, multipliée par la probabilité de finir second du joueur C si le joueur B finit premier. C'est un calcul qu'on a effectué au rang 2 et on additionne cela avec la probabilité de finir premier du joueur C que multiplie la probabilité de finir premier du joueur B si le joueur C finit premier. Ce qui donne la probabilité pour chaque troisième niveau. Le même calcul se prolonge ainsi 4e, 5e, 6e place, mais on voit évidemment qu'au-delà de 3 à 4 joueurs, la méthode devient terriblement compliquée à mettre en œuvre. Le modèle nous a donc permis de calculer les probabilités d'arriver premier, second ou troisième à 3 joueurs en fonction de notre tapis à un instant T. Pour obtenir la transposition de cette probabilité ou équité en jetons vers l'argent réel, il faut rapporter chacune des probabilités calculées avec le prix offert selon la répartition des gains, c'est-à-dire le pay-out par chacune des places. On l'obtiendra par un calcul simple qui consiste à multiplier la probabilité de finir premier par le prix offert à la première place, plus la probabilité d'arriver second, que multiplie le prix offert à la seconde place, plus la probabilité d'arriver troisième, que multiplie le prix de la troisième place. La somme, produisant notre équité réelle en EV$, même si ce sont des euros, c'est-à-dire l'espérance de gain en argent réel. Voyons donc maintenant un coup qui s'est réellement produit lors d'une table finale. Nous sommes à 3 joueurs et nous avons AKO et nous relançons à 28 500. Notre adversaire, Sam13OM44, envoie son tapis pour 171 395 jetons. Notre troisième adversaire passé, nous décidons de payer. Notre adversaire dévoile ATO et nous remportons le pot. Ce coup est évidemment très important parce qu'il va nous permettre de calculer la décision qui a été prise en utilisant l'outil de l'ICM. Voyons comment s'opère le calcul. Sur ce premier tableau, on voit que les calculs ont été effectués par les 3 joueurs en présence. Chastre33, Coach MTT, nous-mêmes et Sam13OM44, notre adversaire, avant le coup, mais après que les blindes et les antés aient été posés. On voit que les différentes équités donnent 110,15 € à Sam13OM44, 118,11 € à Coach MTT et 151 € à Chastre33, qui est effectivement le plus gros tapis à ce moment-là. On calcule une première fois l'équité en faisant l'hypothèse que nous foldons sur le tapis de Sam13OM44. Voyons l'évolution de l'équité finale en calculant les 3 places possibles. On constate que Sam13OM44, en récupérant notre relance, fait passer son équité à 117,17 € et que du coup, celle de Coach MTT baisse à 112,45 €. Mais ça affecte également l'équité de Chastre33 qui baisse également à 146,91 € puisque la répartition des jetons change. Ensuite, nous allons envisager l'hypothèse que Coach MTT gagne le coup comme c'est le cas effectivement. Dans ce cas, il ne reste plus que 2 joueurs puisque Sam13OM44 a été éliminé. L'équité de Coach MTT progresse, celle de Chaste33 également, puisqu'il n'y a plus que 2 joueurs pour se répartir les prix à la première et à la seconde place. On passe à 164,29 €, donc ce serait effectivement une très bonne affaire. A l'inverse, si Coach MTT perd le coup, on voit que ça coûte évidemment beaucoup de jetons, puisque Sam13OM44 pousse plus de 171 000 jetons. Dans cette hypothèse, l'équité de Coach MTT baisse considérablement à 70,38 € contre 141,90 € pour Sam13OM44, qui fait la très belle affaire s'il double sur ce coup-là. Maintenant que nous avons fait ces calculs à l'aide de l'outil qu'est l'ICM, nous sommes placés devant la question suivante. Est-ce qu'on a raison ou non de payer sur le push de Sam13OM44 et comment peut-on le déterminer? Nous allons faire un calcul de V classique en se demandant, en fonction de la range que nous allons attribuer à Sam13OM44, si tout simplement c'est payant ou non, puisqu'on sait maintenant transposer le gain en jetons en équité réelle.
Donc revoyons la situation. Nous avons relancé à 28 500 au bouton sur des blindes 6 000, 12 000 et Sam 13 OM44 de petites blindes a envoyé son tapis pour 171 395. C'est donc une surrelance, ce que l'on appelle un 3-bet, voire un restil. Question, avec quoi fait-il cela et peut-on payer avec notre AK? Et si oui, quelle va être la transposition en argent réel dans ce call? Mais pour évaluer précisément l'EV$, c'est-à-dire l'espérance de gain réel de ce call, on va faire deux hypothèses en termes de range pour illustrer notre démonstration. Premièrement, évaluons le coût avec une range très serrée pour Sam 13 OM44. On va prendre le top 4,8%, soit 9,9 plus AJ, plus KQS et AKO. Contre cette range, notre AKO a une probabilité de gain de 37,07%, que nous pouvons, grâce au modèle ICM, traduire en équité réelle. Pour la simplicité du calcul et une meilleure compréhension de la démonstration, on ne tient pas compte des 5% de partage du pot. Dans le deuxième cas, on prend une range beaucoup plus large. En l'occurrence, on va faire utiliser une range top 13% puisque c'est sa range réelle. Nous voyons ces cartes en ayant payé. Il montre une AS10, ce qui donne environ le top 13%, c'est-à-dire 7-7+, As-8 assorti, K9 assorti, QT assorti bien sûr, et jusqu'à donc AT non assorti. Nous voyons ces cartes en ayant payé. Il montre une As-10, ce qui donne environ le top 13%, c'est-à-dire 7-7+, As-8 assorti, K9 assorti, QT assorti bien sûr, et jusqu'à donc AT non assorti. On voit dans notre tableau que contre cette range-là, le call est effectivement payant, c'est-à-dire qu'on a une équité réelle positive de 4,76 €, donc on gagne de l'argent à payer ce call. Mais cela n'est vrai que parce que l'estimation de la range de push de Sam 13 OM44 que nous avons faite était correcte. Comme on le voit, l'ICM est un outil stratégique essentiel en table finale des tournois multitables, puisqu'il va permettre de transposer les gains en jetons en gains en argent réel, ce qui est la motivation évidemment de tout joueur de tournoi. Le modèle de calcul qui vous est présenté est le premier modèle qui a été mis au point, qui est un modèle dit par diffusion. D'autres méthodes de calcul ont été mises au point, la méthode des probabilités conditionnelles et la méthode dite de Ferguson, qui sont des méthodes plus complexes. Dans les trois cas, ce ne sont que des approximations avec des effets de bord différents. Le calcul n'est pas véritablement précis, néanmoins, il est largement suffisant pour évaluer les conséquences en argent d'une décision lors d'une table finale. Vous trouverez sur Internet de nombreux sites web ou de nombreux logiciels qui vous permettent de faire ces calculs d'ICM, qui restent quand même très complexes, ce qui fait que naturellement le modèle n'est pas applicable directement pendant une partie. Néanmoins, il permet de rapidement déterminer les situations dans lesquelles les coups sont bien joués ou sont mal joués, et éventuellement, comme c'était le cas ici, d'évaluer la justesse d'un move en fonction de la range sur laquelle on place l'adversaire. Il s'agit donc d'un outil stratégique, mais ça n'est pas une solution miracle. Ce mode de calcul ne tient pas compte du niveau des blindes et du facteur M, et ne tient pas non plus compte de la différence de compétences entre les joueurs, ce que l'on appelle l'edge. L'ICM est un outil d'analyse stratégique. Il faut le maîtriser pour optimiser ses fins de tournoi et maximiser les gains en argent réel. Voyons maintenant comment vous allez adapter votre jeu en fonction de cet EV$ et de votre situation dans le tournoi. Si vous avez un petit tapis, tout d'abord, vous devez naturellement gagner des jetons, à la fois pour rester dans la course, mais aussi pour espérer monter dans l'échelle des gains. Pour cela, il faudra bien choisir la situation, ainsi que l'adversaire que vous allez affronter, mais aussi garder en tête la structure de gain. Voyons quelques exemples. Ici, par exemple, nous pourrions être tentés de voler les blindes. Nous sommes en position de bouton et personne n'a misé avant nous. Nous avons une main faible roi 5, mais nous pourrions être tentés de miser tous nos jetons pour mettre de la pression sur nos adversaires. Nous avons une main faible K5, mais nous pourrions être tentés de miser tous nos jetons pour mettre de la pression sur nos adversaires. Pourtant, nous allons préférer jeter nos cartes, tout simplement parce qu'il y a de petits tapis à la table. Il vaut mieux laisser sortir ces petits tapis, ne pas prendre de risques avec une main faible et attendre une meilleure occasion pour gravir des places dans l'échelle des gains. Parfois, en revanche, vous devrez jouer tout à fait indépendamment de votre main. Ici, par exemple, nous avons seulement 40 000 jetons et le deuxième plus petit tapis de la table. Nous avons une main très faible, 9 et 2 de pique, mais nous allons essayer de profiter de la situation car personne n'a ouvert avant nous. En misant la totalité de nos jetons, nous allons mettre de la pression sur les joueurs en blinde qui ont des tapis légèrement supérieurs ou légèrement inférieurs aux nôtres, et même sur le gros tapis au bouton qui aura tout de même besoin d'une bonne main pour nous payer.
C'est en jouant de cette manière que vous pourrez récupérer des blindes et vous maintenir afin de laisser d'autres joueurs sortir avant vous et gravir des places dans l'échelle des gains. C'est en jouant de cette manière agressive et en volant les blindes lorsque la situation s'y prête que vous allez pouvoir vous maintenir dans l'attente d'une bonne situation pour doubler, car naturellement, tel est votre objectif. Doubler pour revenir au niveau des tapis moyens. Ici, par exemple, nous avons un tapis de seulement 27 000 après avoir posé notre petite blinde. Le tapis moyen est déjà à plus de 80 000. Nous avons absolument besoin de doubler. Nous allons subir une attaque d'un gros tapis au bouton. Il n'a pas forcément besoin d'une grosse main pour effectuer cette attaque. Nous allons donc miser tous nos jetons avec une bonne main, As-Roi, et nous permettre de doubler pour revenir dans la course et être à nouveau au niveau des tapis moyens. Lorsque vous aurez un tapis moyen, encore une fois, vous devrez bien évaluer votre situation. Votre but, naturellement, est de rejoindre les premiers du classement et de monter dans l'échelle des gains. Mais vous devrez aussi parfois laisser sortir des joueurs ayant un plus petit tapis que le vôtre. Il faudra donc prendre des risques qui seront adaptés à votre situation et encore une fois bien choisir vos adversaires. Votre but est ici de trouver un coup charnière qui vous permettra de changer de bloc et de rejoindre les joueurs ayant les plus gros tapis dans le tournoi. Voyons cela à travers quelques exemples. Là encore, il vous faudra savoir jeter vos cartes. Ici, par exemple, au bouton avec Valet 7, nous sommes dans une situation possible de vol de blinde, mais le moment n'est pas bien choisi. Il y a en effet des joueurs short stack à la table qui peuvent se faire éliminer. Rien ne sert ici de prendre un risque. Il vaudra mieux jeter nos cartes et attendre une meilleure situation. En revanche, vous ne devrez pas hésiter à mettre de la pression sur les petits tapis, comme ici le joueur au cut-off avec 77 000 jetons. Il a un tapis moyen et il va relancer sans avoir besoin d'une main correcte pour mettre de la pression sur le joueur au bouton et sur le joueur en grosse blinde qui sont de petits tapis. Ils ne pourront pas le payer sans avoir une main correcte à ce moment-là du tournoi et même nous, chip leader de la table, devrons jeter nos cartes avec Dame 10. Vous devrez en fait sans cesse prendre en compte l'éventail des mains avec lesquelles vos adversaires peuvent vous payer en fonction de leur situation. Ici, par exemple, avec notre paire de 9, nous allons relancer alors que nous sommes le premier à parler. Nous montrons ainsi de la force et nous mettons de la pression sur le joueur en grosse blinde qui est 5e à ce moment-là. Nous sommes 3e, nous avons plus de jetons que lui, il devra donc avoir une bonne main pour nous payer ou nous surrelancer et risquer ainsi de descendre dans l'échelle des gains alors qu'un joueur a beaucoup moins de jetons que lui avec seulement 45 000. C'est ici notre position et ce que nous représentons qui nous permet de relancer, car nous savons que le joueur en grosse blinde ne peut pas nous payer avec une main marginale. Nous n'avons pas joué sur la force de nos cartes, mais sur la pression que constitue à ce moment-là l'échelle des gains pour ce joueur. Mais il vous faudra aussi savoir saisir la bonne occasion pour gagner des jetons et rejoindre les plus gros tapis. Ici, par exemple, le joueur au bouton n'a pas besoin d'une main très forte pour miser tous ses jetons. Nous allons donc surrelancer afin d'éviter que le gros tapis ne rentre dans le coup lui aussi. Nous avons As-Dame, une très bonne main, et nous gagnons contre As-10. Cela nous permet de gagner des jetons, de monter d'un bloc, de rejoindre les plus gros tapis en tête du classement. Voyons maintenant comment nous allons jouer lorsque justement nous avons un gros tapis en table finale. Quand vous avez un gros tapis, quand vous êtes chip leader ou presque, votre situation est naturellement beaucoup plus confortable. Vous allez pouvoir utiliser le poids de vos jetons pour mettre de la pression sur vos adversaires. De plus, vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, contrairement au petit tapis, et même, à moindre mesure, contrairement au tapis moyen. Votre équité dans le tournoi à ce moment-là est très bonne. Vous êtes proche d'un gros gain et tout semble être pour le mieux. Pourtant, vous devrez continuer à gérer vos jetons et même à gérer les jetons de vos adversaires. Il faudra en effet bien mesurer les risques que vous allez prendre et toujours penser à l'évolution de votre équité dans le tournoi. Lorsque vous déciderez de rentrer dans un coup, vous devrez penser à l'évolution de levée dollar. Il vous faudra en effet éviter de redonner des jetons au petit tapis, ce qui les relancerait, ferait évoluer leur équité et donc ferait diminuer la vôtre. Mais aussi vous devrez éviter de redonner des jetons au tapis moyen, qui pourrait même vous dépasser au classement. Cette alternance d'agressivité et de prudence sera le meilleur moyen de maintenir votre équité au maximum et d'espérer finir dans les premiers du tournoi. Voyons cela à travers quelques exemples. Dans ce tournoi, il reste 9 joueurs et nous sommes chip leader. Tout le monde jette ses cartes jusqu'à nous, nous sommes au bouton avec une main faible 10 et 8 off-suited, mais nous allons tout de même relancer. Une relance minimale à 8000 alors que les blindes sont à 2000-4000.
Cette relance n'est pas fondée sur la valeur de notre main, naturellement, elle a simplement pour but de mettre de la pression sur les joueurs en blinde. Le joueur en petite blinde a un petit tapis, il ne risquera pas son tournoi à ce moment-là contre le chip leader sans une main forte, car il sait que nous allons payer avec beaucoup de mains. Le joueur en grosse blinde est dans une situation un peu meilleure. Il a un tapis moyen et ne prendra pas non plus le risque d'affronter le chip leader. Si toutefois un de ces joueurs avait surrelancé à tapis, naturellement nous aurions jeté nos cartes, mais le fait de mettre de la pression ainsi nous fait gagner les blindes et les antés et nous permet de continuer à accroître notre avance en nombre de jetons et donc améliore encore une fois notre équité dans le tournoi. Dans ce deuxième exemple de vol de blindes et d'agressivité en fin de parole, nous ne sommes pas chip leader contrairement au premier exemple, mais les joueurs ayant un tapis plus gros que le nôtre ont déjà jeté leurs cartes avant nous. Nous sommes au bouton et nous allons affronter en blinde des tapis moyens. Nous devons donc à ce moment-là mettre de la pression puisque notre main est correcte, roi, dame, et que les joueurs en blinde, à ce moment-là, ne risqueront leur tournoi qu'avec une très bonne main. Nous allons donc très souvent gagner ce coup pré-flop et encore une fois améliorer notre équité puisque nous allons gagner des jetons. Attention toutefois, parfois il vous faudra maîtriser cette agressivité. Ici par exemple, nous jetons notre main au bouton sans attaquer les blindes car le joueur en grosse blinde a un tout petit tapis. La plupart du temps, il va envoyer tous ses jetons. Nous serons obligés de le payer avec notre main faible et nous allons très souvent lui redonner des jetons. Il vaut mieux laisser le petit tapis dans son état critique car nous sommes à ce moment-là dans une bonne position. Nous éliminerons ce joueur plus tard, sans prendre de risques, avec une meilleure main. Lorsqu'un petit tapis est en grosse blinde et que vous êtes presque certain qu'il va risquer son tournoi à ce moment-là, car il y est obligé, vous devrez donc jeter vos mains faibles et ne pas agresser les blindes. Avoir beaucoup de jetons vous permettra aussi de payer beaucoup plus facilement les petits tapis quand ils essaieront de doubler. Ici, par exemple, nous n'avons qu'une paire de 3 en position de grosse blinde et nous avons déjà posé 4000. Le joueur qui va essayer de doubler est au bouton. Son éventail de mains est naturellement très large et nous allons certainement jouer un coin flip. Nous allons le payer, car perdre 18 000 jetons ne nous mettrait pas dans une situation de danger, alors que si nous gagnons le coup, nous sortons un joueur, nous améliorons notre équité et nous sommes dans une situation encore meilleure pour la suite du tournoi. Nous avons réussi à accroître notre avance et les jetons que nous avons gagnés vont nous permettre de mettre encore plus de pression sur nos adversaires dans les coups suivants. La prise en compte de la situation de votre adversaire et de son équité dans le tournoi à un moment donné est tellement importante que parfois vous pourrez même jouer parfaitement indépendamment de vos cartes lorsque vous êtes un gros tapis. Ici, par exemple, le deuxième a relancé à 16 000. Le chip leader le surrelance à 96 000. En cas de call, le relanceur initial va jouer tout son tournoi sur cette main. Il ne pourra donc payer qu'avec une excellente main, une paire d'as ou une paire de rois. Il pourrait même jeter de très bonnes mains ici, car il n'y a aucun intérêt pour lui à risquer de sortir 5e, alors qu'il y a des tapis beaucoup plus petits que le sien et qu'il gagnera des places en attendant. Le chip leader n'avait donc pas besoin d'une bonne main pour effectuer cette surrelance. Il pouvait l'effectuer avec absolument n'importe quoi, car il était assuré dans l'immense majorité des cas de gagner ce coup pré-flop. À d'autres moments, cette prise en compte de notre équité et de celle de nos adversaires va nous inciter à jeter des mains pourtant correctes ici. Par exemple, nous allons jeter As-9, qui est une main avec laquelle nous aurions pu relancer dans d'autres circonstances, mais ici, nous jetons nos cartes car le deuxième plus gros tapis de la table est en grosse blinde. Nous n'avons aucun intérêt à ce moment-là à aller jouer contre lui. Il vaut mieux jeter nos cartes et attendre une meilleure situation pour être agressif. De la même manière, nous allons encore jeter As-9 ici, pour une autre raison. Un joueur avec un gros tapis à relancer, nous avons une main correcte, qui nous aurait permis de relancer en position, mais qui va nous obliger à jeter nos cartes à cause de l'action qui a été effectuée avant nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer une relance à 24 000, ni de risquer de surrelancer ce joueur, car notre équité dans le tournoi pour l'instant est bonne, et rien ne sert d'aller affronter un tapis à peu près équivalent au nôtre, avec une main seulement moyenne. Là encore, c'est la situation plus que nos cartes qui nous impose de jeter et de ne pas rentrer dans ce coup en prenant un risque inconsidéré. Lorsque le coup se jouera post-flop, vous devrez aussi prendre garde aux mises de votre adversaire en les mettant en regard de sa situation. Ici, par exemple, nous avons relancé avec As-10 de trèfle. Le joueur en grosse blinde, avec un gros tapis, nous a payé simplement. Il va checker le flop. Un flop riche avec 2 rois et une dame. Nous checkons aussi.
Il check à nouveau la turn, nous allons donc essayer d'arracher le coup en misant alors que nous n'avons rien touché et là encore, notre adversaire va se contenter de nous payer. Il ne nous aurait sans doute pas payé avec un tirage sur la turn, il ne peut pas se le permettre étant donné le montant de son tapis. Il va reprendre l'initiative à la river en effectuant une mise de valorisation. Nous allons naturellement jeter nos cartes car nous n'avons rien, seulement une double paire qui est sur le bord avec un kicker as. Mais nous aurions aussi jeté une paire ici car l'enchaînement de ces mises nous montre qu'il a probablement touché un gros jeu. Nous jetons et notre adversaire nous montre qu'il avait floppé un full. Il vous faudra donc prendre garde aux mises de vos adversaires, à la manière dont ils vont payer vos mises, en fonction de leur situation, car cela vous donnera souvent une indication par rapport à leur équité à ce moment-là du tournoi sur la main qu'ils peuvent avoir. Vous demander avec quoi vos adversaires jouent en fonction de leur situation vous aidera à les lire, et donc vous permettra de ne pas dépenser inutilement des jetons en payant une mise à la river, par exemple, alors que vous êtes souvent loin derrière. Lorsque vous arriverez en fin de tournoi, il peut être intéressant parfois de penser au deal. C'est une option qui est possible depuis le début de la table finale, mais qu'en général les joueurs ne choisissent d'activer qu'en toute fin de tournoi, lorsqu'il ne reste que 3 ou 4 joueurs. Ici, par exemple, les blindes sont hautes. Le tapis moyen est à 313 000. Nous avons 269 000. Mais les choses peuvent aller très vite. Le chip leader a 2 fois plus de jetons que nous. Le troisième a 100 000 de moins que nous. Nous allons donc choisir d'accepter le deal. Accepter le deal veut dire simplement que nous allons pouvoir discuter d'un possible arrangement en fonction de notre équité à ce moment-là, en fonction de la taille des blindes et en fonction naturellement de l'edge, de l'écart de compétences que nous pensons avoir sur nos adversaires. Il faudra que les 3 adversaires ici soient d'accord. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura donc pour l'instant pas d'arrangement possible. Mais dès la reprise, nous allons trouver une bonne situation qui va nous permettre de sortir ce 3e joueur qui ne voulait pas du deal. Nous avions relancé à 28 500. Le petit tapis a misé tous ses jetons et nous allons le payer car la situation est bonne, comme vous avez pu le voir dans le calcul que nous avons effectué au début de cette vidéo. Le 3e joueur va donc sortir, nous allons nous retrouver en tête-à-tête contre le chip leader et nous allons pouvoir à ce moment-là parler d'un deal. Mais la situation n'est plus tout à fait la même. Car en sortant le 3e joueur, nous sommes revenus au même niveau que notre adversaire en termes de jetons. Chastre 33 a actuellement 479 637 jetons, nous en avons 459 363, cet écart est faible si on le compare à la haute taille des blindes. Les choses peuvent aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Les joueurs peuvent donc être tentés à ce moment-là d'accepter un deal, un arrangement, et ce deal peut prendre 2 formes. Ils peuvent tout d'abord décider de répartir le prize pool équitablement, en termes d'ICM donc, proportionnellement au nombre de jetons qu'ils possèdent. Chastre 33 gagnerait alors 166,42 €, ce qui correspond à 50,28% du prize pool restant à distribuer, et nous-mêmes, 164,60 €, soit 49,72% du prize pool restant à distribuer. La deuxième possibilité est de définir une répartition personnalisée, si l'un des 2 joueurs est manifestement meilleur que l'autre, par exemple. Les joueurs peuvent alors proposer la répartition qui leur convient. Si les 2 l'acceptent, le tournoi s'arrêtera. Si l'un des 2 joueurs refuse le deal, le tournoi continuera jusqu'à la fin. Ici, nous allons refuser le deal, car le HU, le heads-up ou tête-à-tête, est une discipline très technique, dans laquelle nous avons peut-être un edge sur notre adversaire. Nous allons donc décider de jouer quelques mains de ce heads-up, et si les choses continuent à être équilibrées, nous pourrons éventuellement accepter le deal plus tard. Jouons donc ce heads-up. Le heads-up est une phase de jeu très technique. Ici, ce n'est pas seulement vos cartes qui vont compter, ni les combinaisons que vous allez réaliser, mais surtout votre agressivité et votre capacité à utiliser le jeu de position. Vous allez devoir instaurer une domination sur votre adversaire. En heads-up, les jetons perdus vont directement chez l'adversaire. Ainsi, gagner des jetons vous permet de creuser l'écart et d'améliorer sensiblement votre équité. Vous allez devoir prendre garde à la dynamique de table, à la domination qui va s'instaurer entre les joueurs, et jouer sur votre capacité à faire jeter ces cartes à l'adversaire. L'agressivité est donc primordiale et vous allez devoir jouer avec un éventail de mains qui sera beaucoup plus large que lorsqu'il restait plusieurs joueurs à la table. Or ici, nous allons vite nous rendre compte que notre adversaire manque d'agressivité. Il jette ses cartes face à nos relances, il ne profite pas de la position pour relancer lui-même, et il ne va essayer de nous surrelancer que très rarement.
Nous n'avons donc pas besoin d'accepter le deal contre cet adversaire. Nous avons manifestement un avantage technique. Nous allons pouvoir continuer à relancer pour creuser l'écart et essayer de gagner ce tournoi sans avoir besoin de faire appel à un deal. Notre agressivité nous a permis de creuser l'écart avec notre adversaire quand arrive cette main où nous relançons avec As-7. L'adversaire nous relance à tapis, ce qu'il n'aurait pas fait avec une excellente main. Nous décidons donc de le payer car nous avons un énorme avantage dans ce coup. Nous gagnons le coup et par la même occasion, nous gagnons le tournoi. Voilà, nous vous avons donné tous les outils pour jouer de manière gagnante en tournoi multitable. Maintenant, c'est à vous de jouer.